Salut, bonjour, salut YouTube, salut l'ami, salut à toi qui me suis. J'espère que tu te portes bien et que toutes tes démarches, toutes tes procédures sont en bon train. Alors, nous allons rapidement aller sur le vif du sujet parce que la vidéo risque d'être longue. Nous allons parler donc aujourd'hui de lettre de motivation, un document qui est tout le temps exigé, quelle que soit la procédure. Il peut s'agir soit d'une demande de bourse d'études ou d'une simple procédure de demande d'acceptation auprès d'une université, notamment dans le cadre de la procédure Campus France. La lettre de motivation est toujours un document exigé. Comment l'écrire? Comment écrire une lettre de motivation pertinente? Quels sont les éléments à faire ressortir pour que votre candidature soit attirante, que votre candidature soit retenue dans le lot de tous ceux qui candidatent en même temps que vous? Alors, c'est de ça que nous parlons aujourd'hui et let's go! Alors, la toute première question que je rencontre très souvent est celle de savoir quelle est la différence entre une lettre de motivation classique, simple, pour rejoindre l'université et une lettre de motivation pour une bourse d'études. Parce qu'on se dit généralement, c'est une bourse d'études, donc nécessairement la lettre de motivation doit inclure certains éléments qu'une lettre classique pourrait ne pas prendre en compte ou ne pas avoir. Alors, j'ai envie déjà d'éclaircir les choses et de poser une base, c'est qu'il n'y a aucune différence, vraiment aucune différence entre une lettre de motivation pour rejoindre une université, une formation, et une lettre de motivation pour candidater à une bourse. Alors, cette vidéo donc concerne à la fois ceux qui sont en train de rédiger les lettres pour les choix dans leur panier de formation et ceux qui sont à l'affût d'opportunités de bourse et qui souhaitent notamment préparer une lettre qu'ils pourront joindre à leur dossier de candidature. Alors, et même ceux qui sont en train de candidater actuellement pour la bourse Eiffel, ce qui est appelé projet professionnel, mais en réalité pas aussi différent que ça d'une lettre de motivation classique. En fait, je crois que le projet professionnel, c'est ma conviction, n'est que une lettre de motivation qui est beaucoup plus rallongée et qui t'emmène à te propulser, à te voir plus loin que tu ne te verrais dans une lettre de motivation simple. En fait, c'est ça le projet professionnel. C'est vraiment une projection qui est dans un futur assez loin comparé à une lettre de motivation qui ne se limiterait qu'à après les études et c'est terminé. Bref, alors, il n'y a aucune différence. Mais d'où vient la motivation? Quelle est la motivation que nous voulons mettre justement dans cette lettre-là? La première chose à savoir, c'est qu'une lettre de motivation, dans le cadre de tes études, la seule chose qui doit te motiver en principe, c'est ta formation, ce sont les études. La formation doit être la seule motivation, que ce soit pour une bourse que tu es en train de postuler ou pour quoi que ce soit. La première chose qui te motive, qui devrait te motiver, c'est d'abord ta formation. Alors, quelles sont ces différentes parties qu'on doit retrouver généralement dans une lettre de motivation? Alors, pour résumer, pour scinder en grande partie, une lettre de motivation, on dirait qu'il y a 3 temps. Il y a le présent, le passé et le futur. Le présent, c'est cette portion de la lettre où on parle justement du parcours récent et on énonce la motivation. C'est l'introduction même de notre lettre de motivation. Ça sera notre parcours le plus récent et l'énoncé de notre motivation. C'est généralement dans cette portion-là qu'on commence avec des formules de politesse, mais à bannir j'ai l'honneur. J'ai vu que depuis quelques années, la tendance maintenant, c'est de dire titulaire de telle ou diplômé de telle formation et consorts. C'est bien, c'est intéressant. Mais retenez une chose, une lettre de motivation, c'est vraiment la pièce au travers de laquelle vous vous présentez et vous montrez qui vous êtes en fait. C'est votre personnalité que ça doit dégager. Ça doit dégager vraiment qui vous êtes réellement. Et c'est le premier contact en général que les universités ont de vous. À part ça, l'entretien n'est pas passé, par exemple, dans le cadre de la procédure Campus France par l'université elle-même. C'est le consulat qui, enfin, à la fin, envoie un avis à l'université. Donc, le premier contact réel que l'université a avec vous, c'est au travers de votre lettre de motivation. Donc, essayez d'être le plus créatif possible. Essayez de vous distinguer dans votre formule, dans votre approche. La première phrase doit vraiment toucher et emmener déjà la personne en dehors de ce qu'elle
a l'habitude de voir. Ça, c'est vraiment très, très important. Pour que cela vous soit plus parlant, nous allons prendre un exemple. Nous allons parler de Mademoiselle Laure. On va parler de... Je crée un personnage comme ça qui est passionné de droit, donc qui a toujours fait ses études dans le domaine juridique et qui est actuellement, disons, en deuxième année de master en droit privé, ou deuxième année ou première année, peu importe, et qui donc décide de continuer ses études, dans une université française, n'importe laquelle. Comment est-ce qu'elle pourrait introduire, donc c'est une lettre de motivation que j'ai écrite, je crée un personnage, j'ai écrit une lettre pour que ça soit beaucoup plus parlant. Donc, prenons ce cas-là, Mademoiselle Laure qui est étudiante en droit en deuxième année, ou en troisième année, ou en deuxième année, ou en première année de master droit privé, et qui souhaite rejoindre justement une université française. Le premier paragraphe pour moi serait de parler justement, de commencer par cette passion-là qu'elle a pour le droit. C'est bien d'introduire de cette manière-là. Donc, commençant en disant, Madame, Monsieur, passionné de droit depuis le lycée, après l'obtention de mon baccalauréat, j'ai rejoint la faculté de sciences juridiques ou de droit de telle université. Et ça, c'est déjà une première phrase. S'introduire de cette manière, à dire, je suis passionné de tel, et juste après mon bac, j'ai rejoint la faculté de telle dans telle université. Et elle continue à parler de ce parcours-là. J'y ai obtenu une licence et une maîtrise en droit privé, une maîtrise si éventuellement elle a déjà fini la première année de master. Et je poursuis mon cursus en deuxième année de master en droit des affaires. Voilà, master professionnel, peu importe, en droit des affaires. Dans le souci de renforcer mes compétences et d'adapter mon parcours aux besoins de mon projet professionnel, j'ai l'honneur, par la présente, de vous soumettre ma candidature à votre première année de master en droit des affaires. Donc, elle souhaite rejoindre la première année de master en droit des affaires. Et voilà comment elle s'introduit en parlant premièrement de sa passion pour le droit qui l'a conduit à justement faire un choix, à suivre ce parcours-là jusqu'en deuxième année de master actuellement. Et elle évoque maintenant sa motivation qui est de rejoindre l'université. Elle dit, dans le souci de renforcer mes compétences et d'adapter mon parcours aux besoins de mon projet professionnel. Elle n'a pas encore parlé de ce projet professionnel, mais elle annonce quand même que c'est pour justement répondre aux besoins de ce projet qu'elle souhaite rejoindre la formation. Elle a l'honneur de présenter sa candidature pour la première année de master dans cette université-là en France. Ça, c'est déjà une très belle introduction, de ma part, hein, de une manière de faire qui est assez différente, pas très commune. Ce n'est pas la peine de vouloir directement commencer la lettre par j'ai l'honneur de, j'ai donc. C'est bien de tirer un peu les choses, surtout dans des domaines comme ça, hein, où il y a un besoin de voir que tu es bon littéraire, que tu as quand même... tu sais écrire. Voilà, c'est important. Maintenant, dans l'esprit, ce qu'il y a à retenir, que vous soyez bon en littérature ou pas, commencez votre lettre d'une manière assez innovante, d'une manière assez créative. Voilà. Alors, après cette première partie où on a exposé le parcours, on a exposé son parcours et qu'on a énoncé la motivation, on va aller vers une seconde partie qui est de montrer l'intérêt justement de la formation par rapport à notre profil. L'intérêt de la formation à laquelle nous sommes en train de candidater par rapport à notre profil. En quoi est-ce que cette formation-là est adaptée à ce que nous sommes ou ce que nous voulons devenir? C'est vraiment ça la première chose. Et j'aimerais dire quelque chose par rapport à l'introduction dont on vient de parler plus tôt. C'est vraiment profil dépendant. S'il y a des personnes qui ne sont pas forcément en poursuite d'études, et j'ai eu à rédiger beaucoup de lettres dans ce sens, et il y a des gens qui sont en reprise d'études, qui ont arrêté les études pendant des années, qui ont travaillé d'abord et maintenant qui décident de reprendre les études. Et je pense, dès ce paragraphe, le premier paragraphe, il faut éclaircir les choses. Il faut déjà situer la chose. C'est pour ça que votre condition... En fait, c'est difficile que quelqu'un vous écrive une lettre sans vous connaître totalement, sans savoir tout, à peu près tout de vous, donc savoir en fait quelle est votre condition, pourquoi vous reprenez les études, tout ça. Donc c'est pour ça que la personne la mieux placée pour écrire une lettre qui serait pertinente, c'est vous-même. Donc dès le début, il faut déjà pouvoir le dire si vous êtes actuellement en train de travailler, que vous voulez reprendre les études, il faut le dire. Il faut déjà énoncer pourquoi aussi vous voulez reprendre les études maintenant dès le départ. Il faut, tac,
l'annoncer. Juste après, vous allez essayer de le détailler devant. Donc, je disais, deuxième partie, intérêt de la formation par rapport au profil. En quoi il y a adaptation, profil, formation. Il faut montrer ça. Maintenant, il y a des cas où c'est évident. Évident dans le sens où vous êtes en poursuite d'études et c'est la continuité logique en fait. C'est vraiment la suite logique de vos études. Et dans ce cas, lorsque la formation que vous avez choisie est vraiment celle que vous étiez en train de faire, plus ou moins, ce qu'il faut faire, c'est déjà de commencer à parler de votre projet d'études et professionnel. Moi, je n'arrive pas à dissocier les deux parce que le métier que vous allez faire demain, enfin, ce que vous allez devenir demain, dépend fortement du parcours que vous avez eu. Donc, on commence déjà par parler du projet. Prenons le cas de Mademoiselle Laure. Elle a parlé de sa passion dans le premier paragraphe. Et cette passion est forcément née de quelque part. Ou même si elle n'est pas née d'un endroit, elle a été entretenue par quelque chose. Il y a forcément eu des raisons qui l'ont poussée à continuer ces études-là jusqu'à aller en master. Elle doit parler de ça. Et ça doit être justement ça le centre de sa motivation. Donc, dans mon cas, je me suis dit, il y a plusieurs raisons pour un étudiant en droit de vouloir venir continuer ses études en France et tout. Mais voilà ce que j'avance comme argument. C'est un personnage inventé, donc ça dépend de chacun. En réalité, c'est le deuxième paragraphe. En réalité, les multinationales implantées dans mon pays ont de plus en plus besoin de juristes d'entreprise pour prévenir d'éventuels risques juridiques et défendre leurs intérêts et veiller à leur développement dans le strict respect du droit. Il est d'ailleurs constaté dans de nombreux pays africains que les entreprises sont souvent confrontées à des exigences administratives et réglementaires excessives, ce qui rend l'environnement des affaires peu propice à leur développement. Qu'est-ce qu'elle essaye de dire dans cette phrase? Elle a commencé à poser un problème. Et ça, c'est vraiment c'est intelligent de faire comme ça. Pose un problème, quelque chose que tu as vu et justement qui est en train de te pousser à vouloir devenir quelqu'un de même. Tu vas directement dans le futur, vraiment dans le futur, parce que tu veux répondre à un besoin. Donc, elle a commencé à dire que voilà, les entreprises sont généralement confrontées à vraiment beaucoup de problèmes juridiques et ils ont besoin en général de juristes d'entreprise. Et c'est ça le but en fait, la fin le projet professionnel de cette candidate-là serait de devenir demain juriste d'entreprise. Et elle en parle directement où, à quoi ça sert, pourquoi il y a ce besoin. Elle commence à parler du besoin. Elle commence à parler du besoin qu'il y a et elle évoque justement les multinationales qui recrutent justement des juristes pour défendre leurs intérêts et les aider à croître tout en respectant justement la juridiction en place. Elle ne s'arrête pas là, je continue. De plus, de nombreuses entreprises naissantes, encore dans le secteur informel, tentent de régulariser leur situation en sollicitant l'expertise des spécialistes en droit des entreprises. Donc, elle évoque encore un second problème. C'est toutes ces petites entreprises naissantes-là qui ont besoin justement de juristes d'entreprise pour régulariser, justement pour ne pas être dans le secteur informel à vie, mais formaliser les choses, rendre les choses beaucoup plus légales. Donc, il y a ce besoin. Ça, c'est généralement en Afrique, dans tous les pays, on a ça. Donc là, je ne vous dis pas de faire un copier-coller, mais c'est vraiment, j'ai essayé d'imaginer un personnage et d'écrire cette lettre pour que ça vous soit beaucoup plus parlant. Donc, elle a évoqué deux problèmes. Les multinationales ont besoin de juristes d'entreprise africains en Afrique. Et en Afrique, il y a beaucoup d'entreprises qui sont encore dans le secteur informel qui ont besoin justement de juristes d'entreprise pour passer le cap, pour devenir maintenant beaucoup plus légal et tout. Voilà deux raisons qu'elle évoque. Et elle peut très facilement s'insérer dedans, se dire, voilà, je suis une réponse ou j'ai envie d'être une réponse à ce besoin-là. C'est pour ça que la phrase qui suit serait, dans l'optique de répondre à leurs besoins et de les accompagner, il devient indispensable d'avoir de jeunes diplômés en droit ayant des connaissances pointues qui répondent aux multiples exigences du métier de juriste d'entreprise. Ce serait donc pour moi un grand atout d'avoir le bagage intellectuel de master. C'est très important d'avoir des lettres comme ça, pas des lettres modulables où on peut enlever le nom de l'université, on met le nom d'une autre université et c'est déjà fin prêt. Ça peut partir pour une autre université. Non, c'est pas bien.
Ne faites pas des lettres de ce genre de lettres-là. Alors, après avoir évoqué dans cette partie à la fois projet professionnel, projet d'études, qu'est-ce qu'il faut faire pour ressortir en plus? La vidéo risque d'être longue, donc je vais citer pêle-mêle. Et ce que je ferai qui serait aussi profitable, c'est de vous de vous donner un lien d'un drive où je vais poster des lettres que j'ai eu à écrire et qui vont peut-être vous aider, vous inspirer aussi. Mais ne copiez pas, ce n'est pas la peine de... Sinon, aujourd'hui, il y a des générateurs de texte fin prêt, ChatGPT ou Bard, où tu vas écrire, donne-moi une lettre de motivation, il va t'écrire quelque chose. Mais la valeur de ça, c'est que ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous et ça ne va pas arriver à... C'est des outils pour aider peut-être, mais en vrai, si vous écrivez par vous-même, vous allez beaucoup plus toucher. Vous allez parler de détails assez pointus qui feront que votre lettre va se distinguer parmi les autres. Vraiment, les détails, c'est important d'aller dans les détails. Donc, les prochaines parties, ce qu'il faudrait apporter en plus, c'est de parler justement des qualités qui vont vous aider à mener à bien ce projet, qui vont vous aider à mener à terme ce projet. De parler notamment si vous êtes en train de candidater pour une bourse. C'est vraiment ce paragraphe-là qui va différencier les choses, c'est que vous allez mettre un paragraphe spécialement où vous parlez de la plus-value qu'une bourse d'études pourrait vous apporter. Donc, qu'est-ce qui motive aussi, en quelque sorte, en griffe, hein, le côté financier, les conditions financières ou même les conditions sociales. Il y a des gens qui sont orphelins, qui n'ont pas la possibilité de ne parler pas trop en détail non plus, au risque d'être en train de supplier. Ne suppliez pas, ne suppliez surtout pas dans une lettre, s'il vous plaît, non, c'est pas la peine. Ne suppliez pas, donc ne faites pas aussi, ne cherchez pas à faire trop pitié, c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Gardez votre dignité. Donc, vous pouvez parler des difficultés que vous avez, par exemple, à faire deux choses à la fois. Il y a des gens qui ne peuvent pas, malheureusement, travailler en même temps étudier, ça risque de les déconcentrer, de les empêcher de... C'est des choses dont il faut parler, ça ne vous diminue pas, mais il faut avoir la manière de présenter ça pour que ça ne soit pas un peu trop péjoratif. Voilà. Donc, pour que la vidéo ne soit pas... Elle est déjà assez longue, hein. Je pense que je vais m'arrêter là. Et enfin, la lettre se termine par une formule de politesse, ça on le sait tous. Et je vais vous donner juste deux conseils, généralement. Je me rappelle quand moi j'écrivais ma lettre de motivation pour venir en France, j'ai demandé à une amie, une très bonne amie d'ailleurs, de me faire toutes des recherches en fait sur les laboratoires de recherche qu'il y a dans l'université, qui sont sous la tutelle de mon université, parce que je savais que mes enseignants, c'est forcément ton responsable de formation qui va lire la lettre de motivation. C'est bien de savoir sur quoi ces responsables de formation-là travaillent. Qu'est-ce qu'il fait généralement en dehors de ses enseignements. Donc, ils font de la recherche, des enseignants-chercheurs. C'est quoi le sujet de recherche en fait sur lequel ils travaillent? Chaque formation dans une ville, dans une université, a des spécificités qui sont intrinsèquement liées à la ville. C'est-à-dire, par exemple, je prends le cas de Marseille. Il y a la plage là-bas, il y a la mer et tout. Donc, le type de formation qu'ils vont donner, les spécialités qu'il y aura vont tenir compte en fait du fait ils sont dans une région où ils ont accès à la mer. Tu vois, par exemple, ils vont faire des choses, si par exemple c'est du droit, ils vont leur apprendre des choses qui concernent le côté maritime, en fait, je sais pas, mais c'est un exemple. Si je dois prendre, dans mon cas, par exemple, moi je suis étudiant en robotique. Et l'université de Marseille, par exemple, puisqu'ils sont à côté de la mer, les spécialités que tu vas retrouver en robotique chez eux vont concerner des robots marins, sous-marins, des choses comme ça. Alors que quand tu serais dans une zone un peu plus qui n'a pas il n'y a pas la mer, bah, ils seront plus orientés drones ou des robots terrestres, des choses comme ça. Donc en fait, les spécialités sont généralement liées à la localisation des villes. Donc c'est important de se renseigner sur ça, de se renseigner aussi sur les travaux qui se font en recherche généralement, parce que toutes les universités, l'enseignement supérieur est toujours attaché à la recherche. C'est toujours ça. La recherche, c'est vraiment le cœur de l'enseignement supérieur. Donc, c'est vrai qu'on forme pour le travail, pour le côté professionnel, mais surtout,
Généralement, dans nos universités, il y a beaucoup plus de chercheurs, des gens qui veulent faire évoluer les sciences. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que mon responsable de formation et les enseignants, chercheurs qu'il y a généralement dans mon université, dans ma faculté, c'est quoi le sujet en fait de prédilection, sur quoi ils travaillent en recherche. Quand j'apprends, je me renseigne sur ça. Ça me permet de toucher du doigt là où il faut. Vraiment, ça me permet de toucher du doigt là où il faut. Et à part ça, quand vous énoncez vos projets professionnels, essayez de montrer quand même que vous voulez gravir les échelons. Faut pas directement viser un truc qui dit je veux devenir tant, sans parler de éventuellement les étapes qu'il faut franchir pour arriver à ces postes-là ou à ce niveau-là. Donc, parfois parler aussi énoncer cela, quoi. Bref. J'ai tout fait pour que la vidéo soit organisée et que je puisse dire le maximum de choses, mais je sens qu'elle sera un peu trop longue et que j'aurais peut-être dû la faire en 2 parties. Quoi qu'il en soit, je pense que ce qui vous aiderait beaucoup plus, c'est d'avoir des exemples de lettres. Donc, je vais mettre dans un drive 2 ou 3, peut-être même vous livrer la lettre que j'ai écrite quand je postulais à la bourse d'études de mon université ici à Clermont-Ferrand. C'est une bourse dont je n'ai plus parlé ou dont je n'ai même pas parlé sur la chaîne. Je ferai peut-être une story time pour en parler, je sais pas. Mais en gros, elle n'est plus d'actualité. Il n'y a plus de financement pour cette bourse, je veux dire. Et donc, la promotion qui en a bénéficié la dernière, c'était la mienne. Donc, il n'y a plus. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé jusque-là. Bref, prenez soin de vous et j'espère que vous pourrez, avec ces quelques éléments un peu pêle-mêle, écrire des lettres de motivation très, très waouh, quoi. Voilà. Je vous souhaite plein de succès dans toutes vos démarches et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.